Bref, il a mis la table, comme on dit, et il a aussi donné le ton. Parce que justement, quand les journalistes lui ont demandé à quel moment il serait prêt à déclencher des élections partielles, donc pour donner une chance à Pierre Poilievre de se faire élire, il a été très clair. Écoutez bien, ce qu'il a répondu, c'est en anglais. Ce qu'il a répondu et la façon dont il a répondu. I've already indicated to Mr. Polyev that if it's the decision of him and the Conservative Party to trigger, if I can put it that way, a by-election, I will ensure that it happens as soon as possible. Okay. No games, nothing, straight. No game, a-t-il dit. Alors, c'est très clair. Pour analyser le tout, je retrouve les politologues Geneviève Tellier et Frédéric Boily. Merci d'être là tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Le roi Charles, c'est aussi ce qu'a annoncé Mark Carney ce matin. Le roi Charles va prononcer le discours du trône fin mai, 27 mai. La dernière fois que c'est arrivé, c'était avec la reine Élisabeth II et c'était en 1977. Alors, est-ce que dans le contexte politique mondial actuel, c'est un message clair au monde, justement, et peut-être en particulier aux États-Unis? Geneviève, là-dessus. Oui, je pense qu'il y a un message à M. Trump, mais il y a aussi un autre message. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on avait critiqué au roi Charles de ne pas s'être prononcé vis-à-vis la menace de Donald Trump et plusieurs avaient été un peu inquiétés par cette situation-là, se demandant, ben oui, mais c'est notre roi, il devrait venir à notre défense. Alors, ça va aider à redorer l'image du roi Charles, très certainement, mais c'est pas la principale raison. J'ai l'impression qu'on fait ça parce que on a bien remarqué que M. Trump aime beaucoup le faste, tout ce qui est protocolaire, cérémonial. Il aime beaucoup la monarchie aussi. Il aime la façon dont on fête en grand le 14 juillet en France ou la restauration de Notre-Dame de Paris et tout ça. Et j'ai l'impression que M. Carney va pouvoir en jeter plein la vue aussi à Donald Trump. Donc, il doit y avoir un petit peu de cette stratégie-là aussi. Et j'ai l'impression qu'on va vraiment mettre le paquet dans l'avenue du roi Charles. Ça va être une courte visite, mais je pense que ce que M. Carney veut faire, c'est de marquer le coup et que ça se sache à l'international. Et donc, c'est un peu comme ça, à mon avis, pour moi, là, que je décortique le message derrière cette annonce-là, qui est quand même surprenante, mais qui a, à mon avis, en toile de fond, le président américain Donald Trump. Oui, qui est très certainement stratégique. Vous aimez le faste, M. Trump. On va vous en donner pour votre argent. C'est intéressant, Geneviève. Frédéric, est-ce que vous êtes de cet avis-là aussi? Oui, tout à fait. Je pense que Geneviève a tout à fait raison aussi de mentionner qu'on avait été surpris un peu de la mollesse de la réaction du roi Charles lorsque les premières lancées là, de Donald Trump là, sur le 51e État, sur la souveraineté canadienne. On aurait aimé du côté canadien qu'il y ait une réaction peut-être un peu plus vigoureuse de la part du roi Charles. Et je pense que là, on lui en donne l'occasion. Bon, certains vont dire que ça va déplaire du côté du Québec, parce que bon, il y a un sentiment anti-monarchiste un peu plus important du côté du Québec. Mais dans le contexte actuel, je n'ai pas l'impression que ça va coller vraiment cette ligne de critique ou cette critique comme quoi il faut se débarrasser de la monarchie. Là, justement, pour le moment, on en a peut-être discuté avant, mais là, pour le moment, je pense qu'il faut marquer le coup, comme l'a dit Geneviève, sur la scène internationale en montrant que la souveraineté canadienne, ben, c'est pas juste une question purement canadienne et purement locale. Ben oui, mais le Québec a voté pour élire plusieurs députés libéraux justement sur cette base, cette question de la souveraineté du Canada, entre autres, certainement. À quoi on doit s'attendre maintenant pour ce qui est de la rencontre Carney-Trump? On sait maintenant, ça va se faire mardi prochain à la Maison-Blanche. Reste avec vous, Frédéric. Ben, d'abord, il faut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de grande flamèche. Évidemment, on peut penser que, en raison de ce qui s'est passé avec la rencontre Trump-Zelensky, il pourrait y avoir une situation qui pourrait dégénérer. Mais j'ai l'impression que Mark Carney est quand même assez habitué à ce genre de rencontre au haut sommet, qu'il va être très prudent. Et donc, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait nécessairement d'esclandre, comme on a assisté dans le passé. Et du côté de M. Carney, on le voyait aujourd'hui lors de la conférence de presse également, là, quand on lui posait des questions sur sa stratégie. Il n'étalait pas sa stratégie en public aussi. Et ça, je pense que c'est une bonne chose parce que ça évite par la suite des comparaisons. Vous aviez dit que vous alliez faire telle chose et il ne s'est pas produit telle chose. Donc, on est dans une première rencontre officielle depuis que là, M. Carney est premier ministre élu. Et je pense qu'il faut démarrer une nouvelle relation avec Donald Trump. Évidemment, ça va être difficile, mais on ne peut pas faire autrement qu'essayer.
Geneviève, est-ce que vous vous attendez à une rencontre à tout le moins respectueuse? Bien, c'est sûr que M. Carney va essayer de l'avoir. Maintenant, c'est vraiment avoir foi en M. Trump, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Il s'agit d'un propos malheureux. Il s'agit de quelqu'un de son entourage aussi. Alors, j'ai l'impression que M. Carney va aussi contrôler qui va être présent à cette rencontre-là. On a tous l'image du président Zelensky qui se fait enguirlander à la Maison-Blanche. Donc, je pense qu'on veut éviter d'être dans cette pièce-là ou d'avoir trop d'occasions qu'il y ait des prises de photos, par exemple, ou qui donne l'impression de. Alors, j'ai l'impression qu'on va essayer justement de contrôler tout ce qui est le message, tout ce qui est la communication. Et aussi, M. Carney va sans doute diminuer les attentes des Canadiens. Et il a déjà commencé en conférence de presse aujourd'hui en disant, vous savez, on s'en va mettre les bases, mais ça ne réglera rien là, la semaine prochaine. Là. Ça va être un processus qui va prendre du temps. J'ai l'impression qu'il est en train de mettre en place son équipe. Et il avait dit aussi, c'est pas moi qui va négocier, il va y avoir une équipe de négociateurs. Donc, on va un peu discuter des paramètres et tout ça. Donc, c'est le début d'une relation qu'on espère qui va être cordiale, mais ça, bon, on verra. Et ça va peut-être être aussi l'occasion pour M. Carney de rectifier certaines choses qui s'étaient produites avec Justin Trudeau. Encore là, en me basant sur la conférence de presse aujourd'hui, M. Trudeau avait dit à l'époque, quand il avait rencontré M. Trump à Mar-a-Lago, vous savez, si vous nous faites ça, c'est la catastrophe chez nous. Puis ce qu'on entend M. Carney nous dire, c'est que non, on peut s'en tirer sans les États-Unis. Puis je pense que c'est un petit peu dans cette attitude-là. Je suis pas sûre qu'il va le dire, mais dans cette attitude-là qu'il va aller rencontrer M. Trump pour un peu changer l'équilibre qui s'était fait jusqu'à présent entre le Canada et les États-Unis. Ah, M. Trump doit déjà être au courant, parce que M. Carney l'a quand même dit à plusieurs reprises. Geneviève, j'aimerais ça vous entendre aussi sur, puisque vous parlez d'équipe, son prochain cabinet. Ça doit être annoncé, ça aussi, sous peu. Alors, on se demande évidemment qui va aller où. Est-ce que Carlos Letao aura un poste, aura un portefeuille? Vous voyez quoi dans votre boule de cristal? Premièrement, je note la rapidité d'action de M. Carney. Tout se fait rapidement. Si on compare avec Justin Trudeau, où ça prenait un bon mois avant d'avoir un cabinet, puis un mois supplémentaire avant un retour à la Chambre, là, on va tout faire ça en quelques semaines, à peine un mois. Donc, dans 2 semaines, on va avoir le cabinet. Je m'attends du changement et de la continuité en même temps. C'est-à-dire qu'on va tabler sur l'expérience des gens qui sont déjà au cabinet. Je serais excessivement surprise que Dominique Leblanc, par exemple, ne soit pas au cabinet. Mais par contre, on va vouloir faire de la place aussi à des nouveaux, avoir du sang neuf, démontrer aussi qu'on se démarque de Justin Trudeau. Puis on a l'occasion de le faire parce qu'il y a des nouveaux élus qui vont permettre à Mark Carney de le faire, comme Carlos Letao. Mais il va y avoir beaucoup de problèmes, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui ne seront pas contents. Si vous amenez Carlos Letao, vous faites quoi avec François-Philippe Champagne? Je ne dis pas qu'un des deux va avoir le ministère des Finances, mais la lutte va être quand même assez serrée. Et donc, il risque d'avoir quand même des grosses pointures qui vont quitter le cabinet. Comment ça va être reçu? Il y a déjà eu des précédents. Justin Trudeau l'avait fait auparavant en 2015. Oui, je pense que M. Carney, en ce moment, travaille sur ça. Ça doit être un gros casse-tête, mais va certainement vouloir amener du sang neuf pour montrer qu'aussi qu'il a le contrôle sur son cabinet et que c'est lui qui va donner la direction générale du gouvernement là, pour la prochaine législature. Oui, peut-être prendre ses distances avec Justin Trudeau, Frédéric. Oui, prendre ses distances avec Justin Trudeau et renforcer sa représentation régionale, renforcer sa représentation du côté de l'ouest du pays. Ça, je pense que c'est un élément central aussi. Il y a déjà beaucoup de frustration du côté de l'ouest du pays et donc, ça serait avisé pour M. Carney de faire entrer quelques nouvelles figures. Il n'y en a pas beaucoup, mais il dispose quand même d'une nouvelle élue du côté d'Edmonton, d'un nouvel élu du côté de Calgary, un autre même du côté de la Saskatchewan. Donc, un de ces 3-là devraient en principe se retrouver au cabinet, peut-être même 2, mais moi j'irais plutôt pour un. Question, là, comme je l'ai mentionné, là, de renforcer cette représentation régionale pour éviter que ça donne prise à la critique conservatrice tant sur la scène fédérale que provinciale en Alberta ou du côté de la Saskatchewan, comme quoi c'est encore un gouvernement qui est insensible aux intérêts de l'Ouest canadien. Évidemment, il y a toute la question de la parité qui se pose également. Il faut peut-être s'attendre à ce que le cabinet prenne un peu plus d'expansion. On avait un cabinet minceur, un cabinet de guerre, mais dans le contexte actuel, quelques nouvelles figures pourraient s'ajouter et faire croître le nombre de ministres autour de la table du cabinet.
Oui, ça aurait été difficile de fonctionner avec un cabinet si petit, en fait. Je reste avec vous parce que je voudrais vous entendre là-dessus, Frédéric, puisque vous parlez de l'Ouest. Y aura-t-il éventuellement un référendum sur la souveraineté en Alberta? Écoutez, j'ai déjà répondu à une question référendaire sur la question de la péréquation en 2021. Honnêtement, je ne m'attends pas à avoir une question référendaire sur la souveraineté de l'Alberta. Ce à quoi je m'attends cependant, c'est moi ce que j'appellerais une offensive néo-autonomiste de la part de Danielle Smith qui va se servir de ce sentiment de frustration pour essayer d'obtenir des gains auprès du nouveau gouvernement libéral. Parce que si vraiment on pensait dans une logique là, de souveraineté ou de séparation, je ne vois pas pourquoi Danielle Smith aurait envoyé une lettre, là, il y a maintenant peut-être 3 semaines, à son homologue du Québec, François Legault, pour discuter d'enjeux pour faire avancer certains dossiers. Mais avec Danielle Smith, je pense qu'on joue un peu là, souvent là, sur les deux tableaux. On laisse cette frustration-là monter. On permet même un assouplissement de la loi qui permettrait de poser des questions référendaires. Mais de là à aller vraiment dans une question référendaire, ça, portant sur la souveraineté, j'ai des gros doutes. Oui, mais Mme Smith souffle un peu le chaud et le froid parce qu'elle dit « Je suis pour l'unité canadienne, mais je n'aurais aucun problème à avoir un référendum citoyen sur cette question-là. » Comment on interprète ça chez vous? Moi, la façon dont j'interprète, et beaucoup l'interprètent aussi comme ça, c'est d'essayer de fomenter ce sentiment-là d'aliénation, de le faire croître pour obtenir d'autres gains. Parce qu'en même temps, il faut bien voir que sur d'autres dossiers, Danielle Smith n'avance pas. Pas plus tard que ce matin, on apprenait que le gouvernement conservateur uni reculait sur la question de la création d'un régime de pension albertain, précisément parce que et ça, c'est le gouvernement qui lui-même le reconnaît, il n'y a pas d'appétit pour ça. S'il n'y a pas d'appétit pour la création d'un régime de pension albertain, je me demande si l'appétit est plus fort pour séparation. la séparation de l'Alberta. Bon, allons à l'autre bout du pays, au Québec, si vous le voulez bien, Geneviève. Est-ce que le Bloc va éventuellement faire dérailler le projet de Mark Carney de corridor énergétique et de construction d'aménagement de pipelines, etc.? On le sait que le Bloc va se battre contre ça, là. Oui, il va se battre et je pense que ça va être un problème, pas un problème, un sujet de conversation au Québec. C'est-à-dire que les avis sont partagés. Jusqu'à la campagne électorale, c'était plutôt l'opinion, non, on est contre le pipeline, il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Il y avait un consensus assez fort sur cette question-là. Mais les tarifs douaniers ont tout changé, l'environnement économique, et on sent que de plus en plus de Québécois sont prêts à accepter en se disant, ben oui, il y a une logique qui a pas d'allure. Enfin, c'est pas logique de vendre notre pétrole aux États-Unis alors qu'on peut se le vendre entre soi, l'acheminer entre soi, ou aller le pétrole ou le gaz naturel, là, puis aller l'envoyer sur les marchés extérieurs. Et donc, je pense qu'il va y avoir cet élément de réflexion qui va avoir lieu au Québec. Et il va rester à savoir si le Bloc va encore représenter la voix de la majorité. Et ça risque d'être un peu plus difficile pour le Bloc, surtout que François Legault va sans doute lui aussi donner son point de vue et dire, ben moi, je suis plutôt en faveur, quoique, oui, l'acceptabilité sociale est importante. Et donc, c'est peut-être pas gagné. Ça serait peut-être un des dossiers sur lequel le Bloc pourrait perdre des plumes. Il y aurait d'autres dossiers qui seraient plus profitables au Bloc. Je pense par exemple à la gestion de l'offre. Mais pour ce qui est du pipeline, ça me semble un peu plus incertain comment le Bloc va pouvoir s'en tirer puis marquer des points sur ce dossier-là. Plus en terrain miné. Terminons là-dessus. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à nos questions encore une fois aujourd'hui. Je vous en prie. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.